pas beaucoup des professeurs qui sont millionnaires. Mais bon, il faut s'adresser à des organismes subventionnels. Tantôt, j'ai mentionné les instituts de recherche en santé du Canada, un organisme fédéral qui subventionne presque toute la recherche dans le domaine des sciences de la santé au Canada. Okay. Donc, ça, mais tu peux t'adresser aussi à des niveaux provinciaux, comme FRSQ, j'ai mentionné tantôt, FQRNT, qui sont des organismes subventionnaires qui subventionnent des recherches. Et bon, c'est ça. Donc, on fait beaucoup de demandes de subventions. Et ça, c'est excessivement important parce que c'est avec ça qu'on va chercher notre argent qui nous permet de payer notre monde et payer tout notre matériel de recherche. Tout ça. Okay. Et l'affaire là-dedans, c'est que c'est pas facile à avoir. Okay, ouais. Le taux de succès est à peu près, actuellement, au IRSC, il oscille entre 15% et 20%. 22 dans le meilleur des mondes. Ça veut dire, grosso modo, une demande sur 5 va être acceptée. Okay. Et là, vous avez compris que c'est pas n'importe qui va envoyer une demande là. Ouais. N'importe qui, son taux de succès, c'est 0. Donc, si tu as travaillé longtemps, tu as une équipe, tu as beaucoup de recherche, de résultats, tu vas avoir à peu près, grosso modo, 20% de chance. Donc, il faut en faire, on n'en fait pas juste une, on en fait plusieurs. Des années, ça va mieux que d'autres. Il y a d'autres organismes aussi, comme la Fondation du cancer du sang, qui est un organisme qui subventionne mon groupe. Donc, ça, c'est de recherche sur le cancer. Ça dépend des thèmes de recherche que l'humain que vous avez. Ouais. Donc, ça. Et pour rester compétitif, puis avoir des chances d'avoir ces subventions-là, on est évalué beaucoup sur les résultats qu'on amène. Et comment mais ces résultats-là sont évalués, c'est qu'il faut publier nos résultats. Il faut donc, des œuvres? Des œuvres, mais dans le domaine où on est, le domaine de scientifique, ça se résume principalement à deux choses. Faire des articles scientifiques, rédiger des articles scientifiques. Pas un article que tu vas envoyer dans Châtelaine ou dans le journal de Québec. Là. Donc, c'est des articles scientifiques. Donc, ces articles scientifiques-là, donc ça prend beaucoup de résultats. Tu fais une synthèse, tu rédiges ton article et tu vas l'envoyer à un journal que tu as ciblé. Il y en existe quand même passablement. Quand on va dans une bibliothèque, parfois, mais on les voit mieux. C'est quand même des journaux très spécialisés. Là, on les envoie là, puis c'est évalué par généralement 2 ou 3 évaluateurs indépendants. Okay. Selon leurs recommandations, l'article va être refusé, accepté, ou généralement accepté, mais avec des corrections, puis c'est ça. Okay. Donc, rédiger des articles scientifiques, présenter les résultats lors de congrès, c'est aussi important aussi. Occasionnellement, faire des brevets ou des choses reliées à ça. Donc, la valorisation des activités de recherche, c'est également un domaine du professeur moderne, je dirais. Fait que ça rajoute quand même beaucoup de temps. Parce que rédiger des... Bien souvent, moi, comme je fonctionne, c'est mettons, un de mes étudiants, seul ou avec un autre, va amasser suffisamment de résultats. À partir de là, ils vont écrire un article. Et là, ils vont m'en donner une copie, une première version. Et généralement, quand ça leur est retourné, il y a pas mal de ratures et tout ça. Là, il faut faire une première, deuxième, troisième, quatrième ronde avant de le soumettre à l'éditeur. Okay. Donc, grosso modo, ça, c'est une autre partie. Donc, c'est dans les périodes de l'année, pour revenir à ta question du tout début, c'est ça va être, je vais travailler surtout à rédiger des articles, ou d'autres journées, ça va être plus à rédiger des demandes de subvention, okay. Ou d'autres journées un petit peu plus relax, comme aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'à chaque journée, il faut faire une ronde dans le labo, idéalement. Aller voir les étudiants, le personnel, répondre à leurs questions, régler, éteindre les feux souvent, des fois il y a des petits problèmes de l'eau générale. Puis s'il nous reste du temps, ben, selon les priorités, ben, on va passer beaucoup de temps à rédiger des articles scientifiques, envisager les demandes, planifier les demandes de subventions, aller à des congrès. OK. Ça fait des journées bien occupées. C'est ça qu'on fait pas tout ça dans la journée. Là, mais... Il y a aussi quelques tâches administratives, là, comme assister aux réunions de département. Réunions de la faculté. Il y en a toujours... les réunions de la faculté, il y en a une par année. Les départements, il y en a 3 à peu près par année. 3. C'est quoi les postes qu'occupent les membres de votre équipe rapidement? Juste une petite liste, genre?
6 étudiants, 3 à la maîtrise, 3 au doctorat actuellement. Et finalement, on pourrait dire 3 assistants de recherche. Donc, des assistants de recherche, ce sont des personnes qui, dans le cas présent, il y en a 2 qui ont un PhD, mais ils travaillent comme professionnels de recherche, comme employés, finalement. Ce sont un peu... il y en a un qui est plus spécialisé dans la synthèse de nouvelles molécules, la chimie organique, et un autre est un peu plus spécialisé pour les tests bio, les tests biologiques. Donc, ces deux-là sont un peu comme les bras droits. Ils m'aident beaucoup à planifier les expériences, à superviser aussi les étudiants jusqu'à un certain point. Puis la troisième, c'est une personne qui a un baccalauréat en chimie aussi. Les 2 autres avaient également des baccalauréats, mais en chimie. Mais des études graduées de PhD qu'ils ont faites avec moi par le passé. Donc, un programme de faculté de médecine. Mais celle qui met un baccalauréat, un baccalauréat en chimie. Puis elle est responsable, entre autres, de tout l'appareillage qui est dans le laboratoire de chimie médicinale. Okay. Moi, je suis directeur du laboratoire de chimie médicinale. Donc, c'est là-dedans qu'on travaille beaucoup. Mais il y a beaucoup d'appareillage. Donc, elle est responsable du fonctionnement et de à peu près tous ces appareils-là. Il y en a un c'est un appareil de résonance magnétique nucléaire, mais pas... En fait, pour vous, la résonance magnétique nucléaire, ça fait penser peut-être à l'hôpital, à l'examen, là. Mais c'est un peu la même technologie, sauf que initialement, la résonance magnétique nucléaire, ça a été développé pour analyser des petites molécules. OK. Puis après ça, nous, c'est l'outil de base. Quand on fait de la synthèse en chimie organique, là, c'est vraiment c'est comme si on avait une photo finalement, ou un portrait adapté là, de la molécule qu'on fabrique. C'est essentiel pour nous autres. Mais ce qui s'est aperçu, c'est qu'après ça, ils pouvaient adapter un petit peu ça à l'humain. Fait que nous, l'échantillon est mis dans un tube, le tube tourne, puis il y a des rayonnements et tout, on analyse ça. À l'hôpital, c'est un peu différent. Comme de raison, l'humain n'est pas mis dans un tube, puis il ne tourne pas, là. Mais il rentre quand même dans un gros électroaimant. Ouais. Puis il détecte un peu la même affaire, mais lui, c'est surtout les hydrogènes de l'eau qu'il va détecter. Et ils réussissent quand même à avoir une image de certains organes et tout ça. Alors que nous, c'est une image de la molécule, de certaines caractéristiques. Mais c'est un appareil qui, pour nous, coûte 400 000 à peu près. Et qu'est-ce que vos recherches apportent comme application scientifique, genre à la société, là, dans le fond, concrètement, là? Qu'est-ce que ça donne une machine ou quelque chose de ça? Oui, comme tu le sais, il y a beaucoup de, vous savez, il y a beaucoup de différents types de recherches. Là. Donc, moi, avec ma formation de chimiste organicien, j'étais, comme on dit tantôt, c'était plus l'expertise qu'on a est toute orientée sur comment fabriquer les petites molécules. Puis là, ici, je me suis rattaché à la faculté de médecine, donc la faculté de médecine, médecin, traitement, donc ça fait penser un peu à ça. Ce que vous oubliez peut-être, ou vous savez peut-être pas, comme la plupart de la population en général, c'est que c'est pas le médecin qui fabrique le médicament. Okay. C'est pas le pharmacien qui fabrique le médicament. Alors c'est qui? C'est le chercheur. C'est un chercheur qui généralement, donc vraiment celui qui le fabrique, c'est un chimiste. Mais ça peut être une chimie un peu plus appliquée, comme la chimie médicinale. Le but de la chimie médicinale, justement, le mot il dit c'est chimie, c'est médicinal. C'est pas mal ce qui est relié, entre autres, principalement, à toutes les étapes qu'il faut pour développer un médicament. Okay. Et ici, dans mon groupe, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est on s'intéresse au traitement du cancer. Donc, on essaye de développer des nouvelles molécules qui pourraient éventuellement être utilisées, qui, on l'espère, vont être utilisées dans le traitement du cancer. Plusieurs cancers, principalement le cancer du sein, cancer de la prostate aussi, et la leucémie. Okay. On peut même penser, on a une molécule qu'on peut essayer pour le cancer des ovaires aussi. Donc, c'est pas tous les cancers, mais quand tu fais cancer du sein, cancer de la prostate, la leucémie, on vient d'avoir un bon pourcentage des cancers.